À quelle étape vous êtes chez Payfit? Est-ce que vous êtes plutôt dans une recherche de profitabilité sur le produit et la boîte en général? Ou est-ce que vous êtes encore dans une phase de croissance exponentielle où vous avez envie de conquérir toujours plus de produits et de parts de marché? La réponse est toujours les deux. Le sujet, c'est dans quel ordre et à quel niveau. L'idée de simplifier quelque chose de très complexe qui aide les gens, et dans ce cadre-là, notamment les TPE et les PME, à faire les choses différemment, mieux, plus vite, avec entre guillemets moins d'anxiété. Voilà, en fait, après, on connecte ou pas avec la mission, mais c'est une mission, je pense, qui parle énormément. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Handzone, saison où on parle du product, du ROI, etc. Et puis aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Sylvain sur le podcast. Bienvenue Sylvain. Merci beaucoup, Cyril. Sylvain, tu as eu un parcours passionnant parce qu'en 2008, tu as commencé par une expérience chez IR, qui a été racheté par Nokia ou qui était une entité de Nokia. Ensuite, en 2013, tu as été VP Product de SoundCloud. Ensuite, en 2019, tu es passé chez Yield Street en tant que CPO et un peu CEO. Et depuis 2022, tu es CPO chez Payfit. Quel est ton rôle aujourd'hui chez Payfit? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bien sûr. Écoute, enchanté d'être là encore une fois. Je suis CPO, mais ça veut dire surtout que j'aide les équipes produits, design, data et compliance chez Payfit au quotidien, à la fois à mieux travailler ensemble, à délivrer de la valeur aux clients. Et puis j'ai eu aussi la chance de travailler beaucoup avec l'équipe service client depuis quelques mois, parce qu'il y a une intégration évidemment très forte entre ces composantes-là pour mieux servir nos clients, quelle que soit, on va dire, l'expérience. Ok, donc un métier qui ne touche pas que au product management, mais à pas mal d'entités de chez Payfit et qui sont pertinentes. Pourquoi tu es arrivé là-bas en 2022? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Ouais, c'est vraiment d'un point de vue perso, la combinaison d'un désir de rentrer en France pour des raisons familiales, de se dire on se projette, entre guillemets, de rentrer dans notre pays en famille, d'être plus proche de la famille, et le timing qui est toujours le fruit du hasard de Payfit qui me contacte en, je sais plus, mars, avril 2022, et je commence à parler avec un des cofondateurs, et puis on accroche, et puis ensuite, voilà, l'histoire se fait, et j'atterris chez Payfit à Paris en octobre 2022. Ok, excellent. Payfit, moi j'adore, je suis un grand fan, je suis un utilisateur au quotidien. Je trouve que c'est vraiment la mise à disposition pour nous de tout ce qu'on peut faire niveau contrat, niveau suivi RH, enfin tout est à notre disposition alors que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc vous rendez la paye accessible et ça se voit vraiment au quotidien. Aujourd'hui, Payfit, c'est un peu plus de 650 salariés, à peu près 220, un peu plus dans les équipes produits, data, IA, tech. Est-ce que tu as une petite anecdote, le premier jour où tu es arrivé, où tu t'es dit ouch, ça marche comme ça, ou alors waouh, ce qu'ils ont fait côté product, c'est trop stylé, j'imaginais pas ça, quoi. C'est toujours la combinaison de plein de choses. Quand tu viens d'un contexte différent, tu arrives dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau domaine. J'avais jamais travaillé dans la paye, donc l'apprentissage de la complexité de la paye, et notamment de la complexité réglementaire, les conventions collectives en France, ça a été un apprentissage sur lequel j'ai quand même beaucoup progressé en tant que nouvelle personne. Tu connaissais pas du tout avant, je connaissais j'imagine. pas du tout cet environnement et même ce degré de technicité et de complexité qui amène des spécificités produits. Et puis après, c'est toujours une question de priorité, de focus des équipes, des principes avec lesquels tu viens en tant que personne, et un échange entre la culture et le fait que c'est une boîte qui a énormément marché, qui a eu un scale. Enfin, je pense qu'on oublie, parce qu'on est toujours biaisé par le 0,01% des boîtes qui font 1 milliard de revenus en un an avec 3 employés. Aux US, il y a moins de 2% des boîtes qui arrivent à 25 millions d'ARR en moins de 10 ans. Et Payfit en fait partie, et les stats européennes sont encore plus impressionnantes. Donc c'est une histoire qui a... Vraiment l'idée des cofondateurs de révolutionner la paye et de se dire on va simplifier la paye et la rendre possible, au sens la faire par des non-experts. Je pense que quand tu es en 2015-2016, ça paraît assez fou. Et puis après, c'est comme chaque boîte, il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut améliorer, et notamment sur la partie focus sur le cœur de métier,
et aussi commonalité entre pays. Ça, on pourra en reparler, puisque Ouais. la paye a une spécificité locale, on va dire réglementaire et administrative. Mais au final, construire un SaaS, c'est aussi construire une base avec des communalités fortes pour avoir, pour scaler. Désolé pour les anglicismes multiples. Ouais, mais c'est vrai que quand tu vois déjà la complexité de la paye en France et que tu te dis, bon, bah, il faut reproduire ça en Espagne, en Italie, etc., ça doit être quand même un gros chantier, même au niveau de l'architecture tech, etc. Absolument. Donc, on en reparlera. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de parler pas mal de comment le produit arrive à avoir, certes, une grosse phase de croissance, et vous l'avez démontré bah, par la croissance que vous avez fait chez Payfit, mais également une profitabilité. Aujourd'hui, comment et à quelle étape vous êtes chez Payfit? Est-ce que vous êtes plutôt dans une recherche de profitabilité sur le produit et la boîte en général, ou est-ce que vous êtes encore dans une phase de croissance exponentielle où vous avez envie de conquérir toujours plus de produits et de parts de marché? Bien sûr. La réponse est toujours les deux. Le sujet, c'est dans quel ordre et à quel niveau. Et donc, le sujet, qui est un sujet relativement connu maintenant d'un point de vue macroéconomique, sur, on va dire, les 10 dernières années pré-2022-2023. Et encore une fois, il y a peu de boîtes qui ont eu ces phases d'hypercroissance. C'est Happy Few. C'est vraiment la croissance, et la profitabilité arrivera évidemment dans un horizon de temps qui est différent. Et on peut prendre des Doctolib et plein d'autres boîtes qui sont connues dans l'écosystème. Donc le changement macroéconomique et des marchés de capitaux et des investisseurs, etc., évidemment, amène à une repriorisation du sujet profitabilité, avec un horizon de temps qui est différent selon les boîtes. Mais l'idée, on est des boîtes, entre guillemets, qui sont valorisées à des niveaux de croissance qui font qu'on ne peut pas juste être profitable sans croissance. Donc le sujet, c'est quelle croissance, à quelle unité économique, unit economics en anglais, pour ensuite pouvoir accélérer encore plus la croissance, mais avec, on va dire, des unités économiques qui sont encore plus saines et plus attractives. Donc le chemin de profitabilité, on a communiqué publiquement là-dessus, et pour le premier semestre 2026, et on est en très bonne voie sur ces sujets. Mais la croissance, plus de clients, toujours mieux servir les clients, reste une priorité énorme pour nos équipes. Trop bien, donc ce janvier 2026, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la façon de penser produit au quotidien pour tes équipes? Je pense que c'est encore une fois, il y a peu de choses qui se font en un jour, et donc c'est des horizons de temps et de priorité qui changent. Mais quand on dit, entre guillemets, l'horizon de profitabilité doit, entre guillemets, s'accélérer, ou c'est une priorité de premier ordre, les contraintes, comme tout, les contraintes macroéconomiques forcent plusieurs choses, notamment un focus, parce qu'en fait, on a toujours le souci de faire toujours plus et toujours mieux, et idéalement avec moins. Et la contrainte ajoute, on va dire, un degré de focus supplémentaire, y compris sur les équipes produits. Il y a Et peut-être ça, des chantiers que vous allez déprioriser absolument. parce que vous dites, bah non, là en fait on a cet objectif business, donc cette refonte, là on a déjà un bon niveau, donc ça augmentera pas la RR, etc. J'imagine qu'il y a quand même cette... Tout à fait. Donc il y a toujours ces sujets de comment on essaie d'opérer par grands principes et de naviguer d'ailleurs différemment selon les équipes, entre le ratio de qu'est-ce qui est de la transformation technique qui nous sert à la fois pour le quotidien, la scalabilité, mais pour le futur. Des changements sur la partie cycle de vie, au sens, moi j'appelle ça comment augmenter le footprint du produit sur le cycle de vie. Et si je donne un exemple très très concret, ou deux exemples très concrets, il y a 3 ans, le modèle d'acquisition historique, comme plein d'autres boîtes SaaS, était 100% drivé par les sales. Ouais. Il s'avère qu'on a évidemment un modèle sales-led et un modèle product-led, et surtout avec du mix channel qui nous permet d'acquérir encore plus de clients en autonomie via le produit. Et pareil sur la partie activation. Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure. Tu es un client qui s'est onboardé, et à l'époque, l'onboarding était relativement manuel, mais assisté par le service client. Ouais, je me souviens, j'arrive et là, zut, t'es Voilà. bloqué, tu peux pas aller jusqu'au bout. Et donc maintenant, ça a changé. aujourd'hui, c'est
c'est en autonomie totale, voire quasi totale dans le produit, avec toujours le service client qui est évidemment là en support. Et donc, tu vois bien que le footprint produit, mais pour servir le client, à la fois, là, on parle toujours de win-win, mais c'est beaucoup de travail derrière, mais c'est à la fois offrir une meilleure expérience au client, rendre la promesse originelle et fondamentale de Payfit qui n'a pas changé, de simplifier la paye, et notamment pour les non-experts, et d'aider les entreprises et leurs salariés à grandir ensemble, bah, ça la matérialise différemment dans le cycle de vie, comme, je sais pas, les sujets non sexy mais hyper fondamentaux de alors tes déclarations sociales aux organismes sociaux, elles en sont où? Et tous ces processus-là, plus on les automatise, plus l'expérience client s'améliore. Et plus on devient efficace et productif en interne, et donc plus les unit économiques s'améliorent. Donc c'est vraiment cette dynamique, mais tout est une question de priorité, évidemment. Si tu devais me donner 3-4 métriques que vous suivez principalement, il y en a plein, j'imagine, et on en a parlé tout à l'heure, quelles sont les 4-5 métriques qui sont vraiment importantes pour toi au quotidien dans une boîte produit comme Payfit? Ouais, alors, toujours dans les métriques dites entre guillemets financières, sur la partie ARR, donc Annual Recurring Revenue, avec la dimension de qu'est-ce qui est signé au sens nouvelle acquisition, nouveaux clients. Il y a la partie qui est un proxy pour nous très important pour mesurer l'expérience client au sens la promesse d'autonomie qu'on appelle l'ATR, Anti-Ticket Ratio, qui est en gros le nombre de tickets à notre service support par client ou par 1000 feuilles de paye, qui est un très très bon proxy d'autonomie. Et puis après, on a tous les indicateurs type NPS, Net Promoter Score ou satisfaction utilisateur. Et donc, il y en a plein d'autres, mais c'est un mix on va dire de critères plus financiers revenus, parce que c'est aussi la culture entre guillemets, de l'outcome et pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses, on fait pour mieux servir les clients, donc avoir toujours des indicateurs qui te remettent le sujet de l'empathie et du feedback utilisateur, très très important. Et c'est pour ça que j'ai parlé de NPS, mais j'aurais pu parler de Customer Effort Score, etc., qui sont des métriques très très utilisées pour nous. Et avec ces indicateurs financiers, parce que c'est l'outcome. Comment, avec tous ces indicateurs, est-ce qu'ils t'aident aujourd'hui à driver un peu le produit au quotidien? C'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes en réunion le lundi matin, vous regardez ces indicateurs par équipe, parce que j'imagine qu'elles seront scopées par côté fonctionnel de votre application. Comment vous les exploitez au quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en charge de ça? Comment ça marche? Bien sûr. Alors, plusieurs sujets. Moi, je crois fondamentalement l'apprentissage et l'accessibilité de la data. C'est-à-dire que la data, c'est pas juste il y a une équipe qui s'occupe de ça et qui donne à tout le monde. Non, tout le monde doit avoir accès et être capable d'être entre guillemets en autonomie et en compréhension, et pouvoir rattacher les indicateurs de la boîte au plus haut niveau, exemple revenu, avec les indicateurs de sa squad, de son équipe, et qu'on le fasse par des méthodes Docker ou autres, entre guillemets, peu importe. Mais c'est l'idée que je peux aller vers chaque PM, par exemple, de mon équipe et dire ok, c'est quoi tes top priorités et comment elles s'articulent par rapport à la contribution générique globale de la boîte. Il y a évidemment des équipes sur lesquelles c'est très très direct, au sens quand on est une équipe sur la partie acquisition ou sur la partie upsell, bon bah là c'est mécanique. Il y a eu combien de personnes qui ont été signées, le taux de conversion s'est amélioré, etc. Sur des équipes, je prends l'autre extrême, une équipe plateforme. Plus on est bas dans le stack, plus c'est entre guillemets compliqué de se rattacher à des indicateurs clients, mais c'est toujours possible. Donc il y a des indicateurs type financier d'efficacité. Par exemple, le coût, les coûts d'infra, les coûts d'infra en pourcentage du MRR ou de l'ARR, et en même temps le degré de performance et de qualité et le nombre de problématiques clients en lien avec la plateforme, les bugs. Donc il faut toujours faire cette mécanique de mettre à disposition, d'expliquer, de corréler pour que chacun puisse s'emparer. Parce que c'est une équipe qui travaille, donc il faut donner évidemment un cadre et un contexte,
mais chacun doit opérer en relative autonomie avec une mission claire sur sa squad, sa contribution Ouais. et comment elle s'articule dans le tout global. Et ça, c'est pour toute la boîte d'ailleurs. C'est pas Je suis qu'une d'accord que tu es plus problématique produit. concerné par tes objectifs. En fait, si jamais tu comprends en quoi tes objectifs Bien sûr. amèneront la croissance de la boîte. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et très cool que ça soit déjà en place. Aujourd'hui, on parle de profitabilité, mais on parle aussi de croissance. Donc ça veut dire qu'au quotidien, par exemple, tu as des paris que tu vas prendre, j'imagine, qui Bien sûr. seront vraiment tu vois, en haut à droite de ton échelle et qui te diront, bah, OK, c'est un pari qui est risqué. Donc ça veut dire que potentiellement, il peut m'apporter beaucoup de ROI sur un long terme. Et tu as des paris qui sont un tout petit peu moins risqués. Est-ce que tu as des exemples de paris comme ça que vous avez pris chez Payfit et voilà, est-ce que tu peux nous les citer et Bien nous sûr. expliquer? Donc c'est en effet très très différent comme approche un peu intellectuelle et de roadmap de se dire je vais faire 10 optimisations qui ont un potentiel chacune de faire 2-3% d'augmentation de performance versus je vais essayer de réfléchir avec la contrainte de ça doit faire au moins plus 10, plus 20%. Bah oui, donc le degré de risque et de probabilité ne sont pas les mêmes. Je citerai quand même 2 exemples sur lesquels on a fait des hypothèses qui se sont révélées encore plus, on va dire, impactantes au final. Le lancement de Payfit Copilot, je crois que tu es un grand utilisateur. On l'a fait évidemment parce que on avait des hypothèses sur l'augmentation de la qualité de l'expérience et aussi le taux de déflexion des tickets au service client. Ouais. Ça, vous avez vu une vraie baisse on du avait, taux. on a vu un impact Excellent. vraiment plusieurs dizaines de pourcents d'impact sur le taux de déflexion et aussi une des fonctionnalités qui, quand on parle à nos clients, est souvent citée dans le top 3 des utilisations, on va dire, ultra positif de Payfit. Le deuxième exemple, et il est plus récent, on a lancé la feuille de paye interactive, Oui. qui est évidemment une dimension employé, mais aussi une dimension admin. Et l'idée, c'est de dire, on continue toujours dans notre logique de simplifier la paye, de démystifier cette feuille de paye qui est T'en reviens à ta relativement mission, quoi. compliquée, avec à la fois de l'IA, mais qui est surtout pour essayer d'aider, d'accompagner les admins qui doivent clôturer, valider les feuilles de paye et aussi les expliquer en interne, souvent à leurs employés, et ben d'aider cette mécanique-là. Donc, ça a un effet à la fois, évidemment, marque, satisfaction, qui est non négligeable. Je dirais que dans ces 2 exemples que je prendrai. Typiquement, vous avez sorti récemment, et je te l'ai souligné tout à l'heure, mais le module de INPS, donc de Ouais. NPS salarié. Ça, sur l'échelle de risque, par exemple, c'est quelque chose qui est pricé, j'imagine, dans un pack à part. Où est-ce que tu le situerais dans ton échelle de risque et comment ça s'est passé, ce module? D'où c'est venu? Comment vous l'avez lancé? En combien de temps, etc. Bien sûr. Donc, pour clarifier pour les gens qui sont moins familiers que toi avec Ouais. Payfit, on a en gros on a 3 plans. Un plan paye, un plan paye et SIRH entre guillemets cœur, et un plan avancé RH+, avec notamment les modules de performance, entretien, objectif. Dans ce cadre-là, on a lancé 2 fonctionnalités cette année. On avait toujours la partie, on va dire, entretien feedback, mais on a lancé la partie feedback 360 en janvier 2025. Et on a lancé, en effet, en septembre, dans les 3 pays, la partie enquête / employé NPS. Le niveau de risque était relativement faible. Donc là, l'hypothèse, c'est de dire comment renforcer la proposition de valeur de notre 3e plan dans le cadre d'un package qui est déjà très orienté management de la performance et utilisation, et avec notre principe fondateur qui est simplifier la paye, et notamment pour les non-experts, et aider les entreprises et les employés à grandir ensemble. Et du coup, quant à ces principes-là, dans les options de prochaines améliorations de fonctionnalités ou nouvelles fonctionnalités dans le plan 3, c'était relativement évident. C'était plus sur le quand, Oui. par rapport à d'autres priorités, et sur le comment, mais drivé par notre mission qui est de simplifier les choses. Et tu sens que c'était une demande qui avait été faite Oui. par vos clients, c'était en discovery, vous aviez eu beaucoup d'insights là-dessus. Comment vous avez, tu vois, comment est venue l'idée en fait? Alors, je dirais que c'est une idée qui est
qui n'est pas nécessairement très difficile à avoir. Ouais. Il y a eu du feedback client, donc c'est toujours un mix de... j'appelle ça un peu... c'est quoi le focus et les priorités, donc nos cercles concentriques avec la paye, la gestion des absences, du temps de travail, et puis si on élargit la gestion de la performance. Et c'est reflété relativement de cette façon-là dans notre packaging et dans notre offre PayFit. Mm. Et ensuite, c'est quoi l'extension naturelle? C'est quoi les actifs sur lesquels on peut s'appuyer pour développer ça? C'est quoi le degré de complexité, la valeur, avec tous les inputs quantitatifs de feedback client ou même qualitatifs. Donc, on avait eu des retours clients, évidemment, qui nous exprimaient ce besoin-là, mais on ne s'est pas appuyé que là-dessus pour décider. Et le sujet vraiment, toujours, c'est... avoir une idée, c'est pas nécessairement très compliqué. Enfin, il y a des idées qui sont évidemment beaucoup plus compliquées que d'autres, et c'est comment on exécute, Ouais. et dans quel horizon de temps et dans quel ordre. Et c'est une des problématiques de toute boîte, et notamment des fonctions produits. Ok, hyper intéressant. On parlait justement de profitabilité, de croissance. On parle aussi des product managers et des product builders, puisque chez vous, vous avez ces deux rôles. Comment toi, Sylvain, tu arrives au quotidien à dire, OK, je sensibilise mes product managers, mes product builders au côté business. Alors, on a un peu évoqué les objectifs d'équipe juste avant, mais comment, de manière individuelle, tu arrives à les sensibiliser là-dedans? Est-ce que c'était d'ailleurs le cas quand tu es arrivé? Alors, je pense que deux éléments. Donc, pour ceux qui connaissent PayFit, on a en effet cette spécificité que quelques autres boîtes ont, mais pas tant que ça, d'avoir des product builders qui sont en fait des low-code engineers qui travaillent notamment sur les sujets de paye et de codification des règles de paye dans l'application. Donc, il y a une compétence à la fois compréhension métier réglementaire et représentation dans le code et dans l'interface. C'est notamment parce que les règles évoluent souvent, en fait. Exactement. Ouais. Et donc, moi, quand je suis arrivé, c'était des équipes qui travaillaient ensemble, mais qui étaient relativement séparées, d'ailleurs, dans des organisations séparées, avec du coup des cultures et des attentions relativement différentes. On les a rapidement mises ensemble. Il y a des gens il y a d'ailleurs un des énormes succès dans l'équipe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui étaient product builders qui sont passées product manager. Et quand je dis plusieurs, c'est entre 5 et 10 dans les 2 dernières années, donc c'est non négligeable. Excellent. Et après, justement, c'est toujours quelles sont les forces et les faiblesses, les points d'attention des différentes personnes, parce qu'il y a toujours de la diversité dans une équipe, et ça aussi enrichit beaucoup. Donc il y a des gens qui ont une sensibilité très très business, d'autres qui ont une sensibilité très client, empathie utilisateur, design, d'autres qui avaient une sensibilité plus data. Et le sujet, c'est comment on garde cette diversité tout en faisant monter, entre guillemets, avec la logique de l'émulation et de l'éducation continue, et de l'apprentissage continu, sur des problématiques notamment data et business, sur lesquelles on devait plus peut-être s'améliorer. Et là, c'est beaucoup de... on va dire, d'éducation, d'en parler dans nos rituels communs, d'expliquer, parce que tout le monde n'a pas nécessairement le background pour savoir, alors, c'est quoi le détail de la RR avec la partie churn, upsell, price increase, etc. Donc, ça, c'est une problématique collective d'éducation, de management, de mettre l'emphase. Ça se revoit aussi dans la façon de pratiquer le produit. Ouais. Dire, OK, quand on travaille sur quelque chose, on doit avoir une hypothèse de succès avec des métriques clés. Et ensuite, on doit être capable de mesurer l'impact. Et l'objectif, c'est jamais... oui, on aimerait que tout marche, mais l'objectif, c'est d'apprendre le plus vite possible pour pouvoir itérer. Donc, c'est vraiment un apprentissage continu qu'on a au niveau de la boîte, d'ailleurs. Chacun doit s'éduquer sur une composante. C'est comme... tu vois, ça fait partie de la vie des organisations. Ta différence entre tes product managers et tes product builders, qu'on s'illustre bien la chose. Tes product builders, ils seront pas mal sur la codification des règles de paye, etc. Donc, surtout en back, si je comprends bien. Et tes product managers, ils seront plus concentrés sur les parcours clients, l'expérience, ou alors tes product builders peuvent faire des formulaires? Non, les product builders sont énormément dans les parcours clients paye. D'accord. Les product managers, à l'origine, étaient une équipe un peu plus... on va dire global, et le local paye était fait par les product builders.
ce qu'on a fait au fil du temps, c'est qu'on a beaucoup plus mixé, évidemment, ces disciplines et ces compétences. Donc, on a des équipes, des fois, qui sont composées des deux, on va dire, expertises et fonctions. Et si je prends, par exemple, le sujet complexe de la gestion du temps de travail ou de la gestion des absences, en fait, c'est un sujet qui est à la frontière de la paye, du SIRH, qui mixe des expériences avec des complexités de bac et des complexités de réglementation liées à des conventions collectives. Et donc, c'est la somme de ces choses-là qui fait la beauté de l'exercice. Est-ce que c'est le fait que ça évolue beaucoup, dans un sens des parcours, dans l'autre les règles de paye, qui a incité au fait d'avoir son propre langage chez Payfit, etc. Ou c'est une autre raison derrière? Non, alors, il y avait, je veux dire, c'était vraiment dans l'idée originelle de se dire les règles de paye qui sont très spécifiques, qui ont des évolutions des fois rapides. Comment on peut... Et en plus, il y a une logique de dépendance dans la paye. Donc, il y a des variables qui impactent la paye, qui dépendent d'autres variables, etc. Donc, il y a un système un peu très compliqué. Ouais. Et c'est un peu le génie de Guillain au départ, d'avoir pensé comment on peut le représenter dans le code et de se dire, en fait, on va faire un langage spécifique qui va permettre d'itérer très vite sur ces règles de paye qui ont des dépendances fortes et qui évoluent vite. Et après, au fil du temps, comme chaque boîte, on évolue son architecture, la façon dont on pense les choses, etc. Mais c'est vraiment le cœur, c'est la spécificité de la paye. Ok, hyper intéressant. Tu nous as parlé justement de cette conduite du changement que tu avais fait au début entre product manager, product builder, que tu avais rapproché. Qu'est-ce qui a changé concrètement en fait, au quotidien dans ce rapprochement? Alors, je pense que c'est vraiment l'idée, si je simplifie vraiment, deux organisations séparées qui ont des dépendances, mais qui travaillent pas toujours, qui travaillent rarement sur les mêmes sujets et qui ont des fois des relations un peu client-fournisseur. Je travaille dans la paye et j'ai besoin d'un composant et l'équipe produit est peut-être vue comme une équipe plus éloignée de la paye, qui s'occupe plus de la partie SIRH, plateforme, etc. En fait, on travaille tous sur les mêmes sujets, même si on a des compétences différentes. Donc, que ça soit... et puis après, c'est comprendre la diversité au sein de chaque équipe. Parce que tout le monde parle d'équipe produit ou autre, mais en fait, avoir un product manager ou une product manager qui travaille sur les problématiques de growth et d'acquisition versus sur la partie plateforme versus sur la partie expérientielle de SIRH, c'est pas non plus totalement les mêmes. C'est pas les mêmes domaines, c'est pas les mêmes compétences ou les mêmes relations attendues. Et donc, c'était comment créer un contexte collectif, comment créer la compréhension de la contribution de chacun et de chaque équipe au mécanisme global, qui est toujours, c'est un sujet sur lequel on peut toujours progresser. Être clair sur les priorités. C'est clair sur les priorités, ça veut dire oui à des choses et non à d'autres. Et les qualifier dans un horizon de temps. Et puis après, toutes les mécaniques de comment shipper plus vite, comment augmenter la vélocité, comment augmenter l'autonomie des équipes, la compréhension de la donnée, etc. Donc c'est l'art et la science du produit et du management en général d'ailleurs. Toi, tout ce que tu nous décris là, entre tous ces parcours clients côté product, tout le service client, comment tu arrives à organiser tes journées? Comment tu priorises? Est-ce que tu arrives à être encore dans l'opérationnel? Comment ça marche un peu une journée chez toi, Sylvain? Faudrait poser la question à mes équipes. Alors, je pense être encore très dans l'opérationnel et c'est pas un mot. Les gens ont tendance à opposer ou à essayer d'opposer stratégie et tactique, opérationnelle, etc. Je pense que c'est important de naviguer justement entre différents niveaux du contexte global et de comprendre un peu le système pour essayer d'aider les équipes à y voir plus clair et de créer des relations ou des corrélations et d'être dans un certain niveau de détail pour à la fois aider les équipes et aussi comprendre la réalité du quotidien. Donc, pas de problème. Tu peux nous citer un moment là où tu es allé voir les équipes sur un sujet particulier parce qu'il t'intéressait là récemment? Ouais, alors j'adore cette phrase qui dit faut pas confondre le micromanagement avec l'idée d'être micro-intéressé. Et être micro-intéressé, c'est très positif. Et je le suis sur plein de sujets. Ça m'arrive en fait tous les jours.
que ça soit de comprendre un cas client spécifique pour faire un call client et mieux comprendre les problématiques qui pourraient nous amener à prioriser des choses différentes. Ça peut être comprendre pourquoi dans dans la chaîne de delivery, qu'est-ce qui pourrait nous faire aller plus vite. Ça peut être comprendre comment on pourrait faire différemment cette expérience avec de l'intelligence artificielle. Donc, des sujets comme ça, en fait, oui, ça fait partie de mes journées. Mais il faut toujours garder, par contre, on a toujours tendance à se faire aspirer par le quotidien, quelle que soit la fonction, le niveau, etc. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être capable d'avoir des moments, mais on le fait tous différemment, de zoom out ou de focus sur OK. Et moi, par exemple, c'est quoi mon top 10 du mois? C'est quoi mes 10 sujets que je dois, entre guillemets, avoir en tête et jamais oublier? Certains peuvent être spécifiques, mais d'autres beaucoup plus génériques. Et je pense que c'est important d'avoir cette pratique entre la distance et le contexte et le détail. Le détail, il y a plein de détails qui améliorent concrètement le système. J'avais trouvé ça génial à l'époque. J'avais eu un petit bug sur l'interface pour ajouter un nouveau salarié et je l'avais remonté et hop, direct, j'avais eu Firmin au téléphone, votre CEO qui m'avait appelé et qui m'avait dit ah bah voilà, c'est résolu, l'équipe était dessus. Et j'avais trouvé que c'était une expérience incroyable niveau, Ouais. tu vois, admin parce que tu sens qu'il y a un vrai intérêt de l'utilisateur derrière et de ton client. Et j'ai trouvé que ça renvoyait une image assez incroyable. Donc tu parlais justement Ouais, d'être micro-intéressé. Bah, je pense que c'était un micro-intéressement dont Ouais. il avait fait part et c'est là d'être une culture assez forte chez vous. Je pense. Tu as à la fois le parti micro-intéressé et je pense alors là, on en vient à la dimension de la mission de l'entreprise. Euh, Moi, je ne connaissais pas la paye avant de venir chez Payfit, mais l'idée, oublions la paye un tout petit peu, l'idée de simplifier quelque chose de très complexe qui aide les gens, et dans ce cadre-là, notamment les TPE et les PME, Mm. à faire les choses différemment, mieux, plus vite, avec, entre guillemets, moins d'anxiété. Voilà, en fait, après, on connecte ou pas avec la mission, mais c'est une mission, je pense, qui parle énormément et qui s'applique à plein d'autres domaines. Et donc, c'est une question de mécanique, de principe, et ensuite, après, de détails, de comment on l'opérationnalise dans la boîte et comment on garde cette culture à la fois d'attention aux détails. Les gens disent toujours, je pense que c'est assez vrai, on regarde toujours les statistiques, mais le client moyen n'existe pas. Donc, comment on arrive à évidemment mesurer des choses avec toutes les métriques qu'on a discutées, et notamment la satisfaction des clients, et en même temps garder cette approche un peu qualitative ou segmentée pour pas perdre le fil uniquement de la moyenne. Tu me parlais, ça m'a fait popper cette idée là, tu me parlais justement d'ICP qui sont les TPE, les PME, et tu me parlais aussi de Product-led Growth au début de notre épisode. Est-ce que tu te rends compte que l'acquisition aujourd'hui, elle a été vraiment intégrale pour juste une certaine sorte d'ICP chez vous, et du coup dans l'autre, il y a encore les sales qui interviennent, etc. Ou comment tu as vu cette adoption justement des parcours 100% autonomes? Bien sûr. Alors, il y a une forte relation à la taille de l'entreprise. Ouais. Et en gros, c'est beaucoup plus fréquent sur les 0 à 10 ou les 0 à 25 de faire une grande partie du chemin en autonomie totale ou quasi totale sur Parce la que c'est le partie dirigeant. acquisition, etc. Il y a une unicité en général entre ce qu'on appelle le buyer persona, la Ouais. personne qui achète et la personne qui utilise. Ouais, donc ça c'est incroyable. Il y a des problématiques quand tu as une très petite boîte et que tu te poses la question de comment je vais faire la paye, avec qui je vais la faire, etc. Tu peux, entre guillemets, dans la même journée, chercher sur Google ou sur ChatGPT, t'inscrire à Payfit et renseigner tes informations et faire ta paye le soir. Donc ça, c'est la beauté, entre guillemets, du SaaS et du product-led. Faut jamais oublier que c'est comme quand je parlais de product-led avec le service support qui est derrière ou les sales, c'est souvent du multi-channel. Donc on Bien a sûr. toujours, et c'est normal, en produit aussi, on a tendance des fois à opposer les choses. C'est vraiment le channel mix qui est important. Et quel est le channel prioritaire, ou le canal prioritaire, pardon, et le canal secondaire. Et puis sur les plus de 25, il y a une tendance naturelle à vouloir avoir une démo plus détaillée, à pouvoir parler à quelqu'un, etc. Donc ces choses-là évoluent au fil du temps.
là, j'ai parlé de la dimension taille. Il y a évidemment d'autres dimensions. La compréhension du sujet, la compréhension et le niveau d'expertise quelqu'un qui a déjà fait sa paye, je sais pas, en SaaS ou sur Payfit dans une autre boîte. Bon, bah, c'est clair qu'il n'y a peut-être pas besoin de faire Ouais, une c'est démo, ça. Il est etc. déjà Donc, convaincu par la valeur du voilà, produit. il y a différents, c'est des différents ICP en fait. Ok, hyper intéressant. Là, tu me décris un marché du coup qui est celui des TPE, des PME. Est-ce que l'ambition de Payfit, c'est de rendre accessible la paye à tout le monde et pour tous les bailleurs, ou c'est vraiment de se dire on reste sur ce segment de marché et on l'adresse au mieux en élargissant, tu vois, notre scope de fonctionnalité et justement pour couvrir par exemple avec le INPS ou des campagnes d'entretien ou Ouais, que sais-je plus tard. alors vraiment, notre mission n'a pas changé, et donc la réponse est plutôt la deuxième partie de la question, à savoir vraiment aider les entrepreneurs et les TPE-PME à encore simplifier la paye et à la rendre à la fois plus efficace, moins d'erreurs, en autonomie, avec plus de satisfaction, et avec la partie SIRH, évidemment. Euh, il est évident qu'on a pas mal de clients qui ont, entre guillemets, grandi avec nous. Ça fait partie des fiertés de tout ça, c'est de voir surtout quand tu t'adresses à une population de TPE, de voir des TPE grandir et avoir plusieurs centaines de salariés et rester avec nous. Après, d'un point de vue produit et stratégie, on a envie d'accompagner le plus possible la croissance. Mais c'est là où il y a un conundrum un peu produit et stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, il y a trop de différences entre construire un logiciel SaaS paye SIRH pour les non-experts et pour Ouais. les experts, notamment des grandes boîtes. Ouais. C'est pour ça que des players type ADP, Workday, etc. n'ont jamais pénétré le marché Et vous avez essayé TPE justement? et PME. Et c'est pour ça que nous, quand on fait des arbitrages produits, il y a des fois où le filtre expert, non expert, n'existe pas et nous fait développer la même solution. Mais très souvent, quand on arrive à un débat entre, OK, on priorise expert, non expert, on va toujours prioriser non expert. Je prends l'exemple, parce que tu l'as mentionné et utilisé, je crois, sur la partie INPS. On pourrait faire quelque chose de très avancé, avec plein de fils, de rapports, d'analytics, etc. Et ça, c'est l'idée, la différence l'ambition du tout en un pour les TPE et les PME et des solutions verticalisées pour les plus grandes entreprises. Et notre idée, c'est que c'est là où c'est le pouvoir de l'écosystème. On est intégré à plein de partenaires et de solutions. Nous, notre vision, c'est d'offrir vraiment ce système tout en un, paye SIRH avec d'autres composantes au TPE-PME, mais de s'intégrer dans un écosystème plus large qui fait que la solution est toujours plus riche parce que de toute façon, il y a tellement de spécificités verticales que d'un point de vue produit, on ne pourra jamais tout couvrir. Donc ça, c'est vraiment une philosophie établie depuis le début de Payfit et qui n'a pas vocation à changer. Ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand j'utilise Payfit, ça c'est plus le retour d'un utilisateur, mais je me dis, aujourd'hui, ça correspond à 99%, voire 100% de mon besoin au quotidien, tu vois, sur cette partie vraiment paye, onboarding collaborateur, signature de contrat, et puis voilà, les fonctionnalités de base, en gros, ton premier plan. Et c'est vrai que quand je m'étais connecté la dernière fois et que j'ai vu des nouveaux modules, je m'étais dit, ah, mais c'est hyper intéressant. Enfin, j'avais jamais pensé que ça pourrait arriver sur Payfit. Alors avant, on faisait sur Typeform, etc. Et c'est toujours satisfaisant pour un utilisateur de dire, tiens, le produit grandit aussi avec Bien moi. sûr. Et tu vois, je découvre des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc ça crée un attachement un peu plus fort, je trouve, à la solution. Même si, à mon avis, j'aurais pas churné pour ce manque de fonctionnalités, tu vois. Mais c'est assez intéressant de voir le Mais produit grandir. c'est là où toujours le pouvoir de la segmentation. Il y a des relations des fois à la taille ou d'autres. Ouais. Il y a vraiment des industries très spécifiques où les gens veulent des solutions très très dédiées. Et là, le sujet, c'est plus comment on est capable d'offrir à la fois la bonne base et la bonne fondation tout en s'intégrant avec ses partenaires. Et sur la partie, en effet, cette idée de cercle concentrique, nous, la majorité de nos clients, en fait, nous utilisent pour les fonctions paye et SIRH. Ouais. Même si c'est vrai on a notre cœur, on va dire, et notre notoriété est encore plus ancrée sur la paye. Ouais, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, on parlait de secteur, parce que là tu m'as tendu une perche, mais on se disait que vous ne pouviez pas non plus couvrir
tous les secteurs parce que tes secteurs sont peut-être un peu trop particuliers ou des cas d'usage. Je te donnais l'exemple d'une boîte d'élagage, par exemple, qui avait besoin de faire sa solution sur mesure parce que rien n'existe sur le marché pour subvenir à leurs besoins. C'est vrai que vous avez quand même choisi d'être généraliste, mais de ne pas pouvoir tout couvrir au quotidien. Oui, alors ça, on a évidemment l'ambition de toujours augmenter notre marché adressable sur les 3 pays dans lesquels on est présent, France, Royaume-Uni et Espagne. La France et l'Espagne ont ce système, on va dire, relativement similaire avec des différences un peu de pays quand même sur les conventions collectives Oui. ou les industries en Espagne. Et donc, on ne les couvre pas toutes. On essaie de couvrir, et c'est toujours un mix de degré de couverture marché, capacité à digitaliser une solution et aussi niveau de complexité réglementaire. Donc, on fait des arbitrages, on progresse sans arrêt sur cette dimension-là. On couvre d'ailleurs, il y a 800 conventions collectives à peu près en France, et on peut toujours regarder le sujet volume-valeur, mais en fait, on couvre déjà 75% des salariés potentiels du privé avec les conventions collectives qu'on couvre. Mais on en ajoute fréquemment. Et là, on a beaucoup travaillé sur l'évolution des fonctionnalités de gestion du temps de travail, Oui. de planning et d'absence. Il y a, il me semble, entre 60 et 70 types d'absence rien qu'en France. Donc, c'est toutes les complexités qu'on doit à la fois gérer, mais dans cet objectif de simplifier la vie de nos utilisateurs et simplifier sans rendre simpliste au point d'être incorrect ou fausse. Et c'est toujours c'est ce débat entre l'expérientiel, évidemment, et cette mission de simplifier, et la complexité réglementaire qui est une composante clé de notre métier. Mais l'idée aussi, c'est de dire, voilà, nos clients bénéficient, ce qui paraît maintenant naturel dans le monde du SaaS, de centaines de mises à jour réglementaires dans l'offre, entre guillemets, de base, parce que ça fait partie du cœur de Payfit de gérer ça. C'est marrant, j'avais justement avant toi le pass culture ici et j'avais cette même question. Est-ce qu'il y a eu une composante réglementaire qui du jour au lendemain a évolué et vous a foutu pas mal dans la panade parce que vous vous êtes dit ah zut, on doit faire changer absolument ce parcours, ces règles, comment on va faire? Est-ce qu'il y a eu ce genre de situation que vous avez rencontré et Ouais, dont tu te souviens? ça arrive fréquemment. Alors, j'ai pas vécu Covid avec Payfit, Ouais, mais Covid, évidemment, il y a eu énormément de changements, entre guillemets, très rapides, ouais. réglementaires ou administratifs, qui ont dû être codés très très vite par les équipes. Donc ça, les équipes qui étaient là en 2020 S'en souviennent. s'en souviennent. Plus récemment, les sujets projet de loi de finances 2025, on connaît un peu et donc il y a à la fois eu de la latence dans les changements. La clarté est arrivée plus tard que d'habitude, en lien avec les changements politiques, avec des conditions rétroactives au 1er janvier. Donc ça, c'est souvent compliqué pour les équipes. On a réagi extrêmement bien. Et ça, c'est une des forces, évidemment, à la fois de l'équipe de Payfit en tant que proposition de valeur logicielle. C'est qu'en fait, on est souvent parmi les premiers ou les premiers à pouvoir mettre ça dans l'outil et de manière transparente pour les utilisateurs. Mais des choses comme ça, il y en a souvent. Ouais. Les trucs même qui sont, on va dire, dans la presse, les changements en lien avec la conformité avec le droit européen sur les absences pendant les arrêts maladie, tous ces sujets-là, en fait, voilà, sur lesquels j'ai beaucoup appris. Dès que vous lisez la presse, à mon avis, vous devez être comme ça, là, en train de trembler parce que vous dites zut, ça aura beaucoup de répercussions sur le produit ou autre. Donc ouais, alors on suit ça, mais c'est là où aussi, donc on est une équipe, j'ai une équipe conformité. C'est une squad justement qui s'occupe de ça? Oui, c'est l'équipe conformité/compliance en anglais, qui ont 2 compétences clés. Il y a des gens qui sont, entre guillemets, plutôt juristes et des gens qui sont plutôt spécialistes de la paye. Et donc, ces gens-là, à la fois, suivent l'évolution des règles et la traduction et souvent le choix, parce que la loi n'est pas toujours claire, le choix de quel arbitrage on va faire pour ensuite la coder dans l'application. Et c'est là où, par exemple, l'intelligence artificielle nous aide beaucoup parce qu'on a fait des choses assez sympas sur ce sujet qui sont, entre guillemets, très
très cachés d'un point de vue client, mais qui nous aident dans nos process. Alors, on a la chance en France d'avoir des API ouvertes et performantes. Et là, je parle de l'API de Légifrance. Et donc, quand il y a quelque chose qui est publié au journal officiel, avec Légifrance, on peut, entre guillemets, écouter et ensuite automatiser des workflows avec de l'IA qui permettent de mettre à jour des choses dans l'application au bénéfice du client le plus vite possible avec la meilleure qualité. Donc ça accélère Donc ça, vraiment vos process en interne. Et ça, c'est vraiment l'association, c'est le cas d'usage vraiment absolument génial d'association de la technologie avec l'IA et de l'expertise humaine au bénéfice du client. Ça, c'est... Tu me parles d'IA justement, tu me tends une perche aussi. Copilot, c'est ce que vous avez lancé il y a maintenant pas mal de mois. Ouais. Comment tu mesures aujourd'hui, alors tu peux rappeler évidemment ce que c'est Copilot, mais comment tu mesures le ROI sur une feature comme celle-ci? Bien sûr. Donc on a lancé, on a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle générative il y a à peu près 2 ans et demi avec des cas d'usage internes. Et si je fais le résumé très très rapide, après certains cas d'usage internes, d'amélioration de productivité notamment pour le service client, on a travaillé sur notre premier cas d'usage dans le produit qui s'appelle PayFit Copilot, qui est un assistant basé sur l'intelligence artificielle qui aide chaque client, parce que c'est disponible pour tous les clients dans les 3 pays, à répondre à toute question sur la paye ou sur le SIRH. L'idée étant d'être, on va dire, d'avoir une couverture très vaste de sujets, un degré de précision fort qui permet d'aider à répondre toujours et rapidement aux clients et d'éviter, on va dire, un pourcentage important de tickets au service client avec des délais de réponse un peu différents. Moi, je l'avais utilisé pour comprendre, je me souviens à l'époque, quelle était la différence entre ta politique en jour ouvrable et en jour ouvré, parce que c'était impossible à comprendre. Tous mes salariés me posaient la question et j'étais arrivé, j'avais vu Copilot, je m'étais dit incroyable. Tu sais, tu as une confiance forcément beaucoup plus forte dans un Copilot qu'un chat GPT et je me souviens que c'était ma première utilisation. Ouais, donc on l'a lancé en juillet 2024. C'est une fierté pour les équipes parce que je pense que c'est... on parlait tout à l'heure des grands paris qui marchent. Tous les grands paris ne marchent pas. On avait évidemment une intuition et des hypothèses fortes. On a un taux d'utilisation qui est énorme parce qu'en fait, on a plus de 90% de nos clients qui l'utilisent avec des variations évidemment selon les secteurs, les problématiques, etc. On a, je pense, on a communiqué pour le premier anniversaire, on avait dépassé les 350 000 conversations. On est à peu près à 500 000 maintenant. On a toujours un taux de déflexion de tickets important. Et donc, c'est un peu PayFit Copilot est notre meilleur agent d'un point de vue ROI. Oui. Mais il n'existe pas sans le lien avec le service client humain, sans les équipes tech, sans la guidance, sans l'expérience. Parce qu'en fait, c'est un lien entre, selon la problématique, comment évidemment maximiser la réponse de qualité sur le plus de sujets, mais être ensuite routé sur une expérience, par exemple, de live chat avec notre service client ou sur le ticket normal. Et on continue d'améliorer cette expérience-là toujours entre guillemets, en donnant plus de contexte pour que chaque admin puisse aussi poser des questions type ok, mais en lien avec ce salarié X, etc. Quelle est la situation, quel est le détail du calcul, etc. Donc c'est vraiment on va continuer de sortir beaucoup de choses pour améliorer cette expérience-là. Mais c'est un grand succès. Et donc le ROI d'un agent, par exemple, d'un copilote comme ça, tu vas le mesurer quoi? Au nombre à la baisse des tickets, par exemple, au service client, peut-être à une utilisation peut-être des fonctionnalités plus larges. Tu vois, j'en sais rien, moi en tant qu'utilisateur admin, j'avais pas vu telle fonctionnalité qui existait dans PayFit, elle m'est conseillée par Copilot. Comment tu vas mesurer ça? Ouais, vraiment la métrique primaire de succès, et ensuite je peux lister quelques métriques secondaires, c'est le taux de déflexion de tickets au service client qui contribue au final à améliorer aussi le taux de réponse moyen des tickets au service client. Okay. J'ai vu quand tu posais un ticket d'ailleurs. C'est vraiment la métrique primaire. Et ensuite, il y a évidemment une batterie de métriques secondaires, du taux d'usage à l'implication ou le lien entre l'usage de PayFit Copilot et la satisfaction de l'utilisation de PayFit
au global. Ouais, j'ai vu quand tu utilisais justement quand tu soumettais un ticket d'ailleurs au support, à la fin, tu as Recopilote qui arrive et qui dit ah, attends, j'ai peut-être la réponse, etc. Est-ce que tu es Absolument. sûr de vouloir envoyer le ticket? J'ai trouvé ça très smart et ça rejoint ton taux de déflexion justement des tickets. Ouais, c'est vraiment l'objectif clé, mais avec évidemment une métrique de contrôle. On n'est pas là pour faire de la déflexion de tickets à très Bien court sûr. terme qui Là, pour répondre génère plus de tickets 24 heures après. Ouais, Donc ouais. il y a toujours une métrique de contrôle qui est au final la qualité de la réponse. Non, mais j'ai trouvé ça très intéressant. L'IA, du coup, tu le vois comme un nouveau levier de rentabilité ou tu le vois plutôt comme un moteur de croissance pour Payfit? Les deux, Les deux. les deux, évidemment. Je pense que l'IA générative, c'est une révolution de pensée un peu type copernicien, et donc ça nous fait réfléchir non seulement comment utiliser cette technologie, mais comment repenser des process, et toujours avec les mêmes objectifs, de mieux servir le client et peut-être là un peu différemment. Souvent, dans les priorités, il est plus facile d'imaginer des cas d'usage sur lesquels l'intelligence artificielle aide à augmenter la productivité, à réduire les coûts, etc., et donc à augmenter, entre guillemets, le chemin vers la profitabilité. On parlait du unit economics au départ, que de directement driver, on va dire, la top line et les revenus. Ouais. Mais évidemment que ça contribue aussi à cet objectif-là. Et là, ça dépend des contextes de boîte. Nous, on a fait le choix par rapport à la valeur réelle et perçue de Payfit Copilot, par exemple, de l'inclure, entre guillemets, gratuitement dans tous les plans. Donc, est-ce que je peux dire que Payfit Copilot a contribué directement à driver le revenu? Non, c'est un rapport indirect. On aurait pu faire un autre choix, et tous les choix sont entre guillemets valides, de dire ah non, on donne accès à Payfit Copilot sur des fonctionnalités peut-être avancées uniquement à un segment de nos utilisateurs qui paye le plan 3. Et là, j'aurais pu mesurer différemment. Donc ça, c'est des contextes de boîte. Toutes les réponses sont entre guillemets valides, elles dépendent du contexte. Copilot doit d'ailleurs être un bon élément pour avoir des insights produits au quotidien pour les product managers. 500 000 conversations analysables sur des thématiques spécifiques qui ajoutent un point de feedback utilisateur, qui est souvent riche puisque c'est une conversation, et qu'on peut aussi l'associer à un contexte de à quel moment, quand, par quel client, etc. Donc c'est une source de feedback énorme. Ça pose aussi des challenges évidemment sur tous les sujets d'observabilité liés à l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est une technologie qui est encore assez nouvelle et heureusement, tout n'est pas réglé, tout n'est pas encore clair. Mais c'est une source énorme de feedback et de compréhension des mécaniques utilisateurs. Hyper intéressant. On touche un peu à la fin du podcast, mais avant, j'ai deux dernières questions pour toi. Une qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'on entend beaucoup parler de l'évolution du rôle de product manager. Avant, on avait tendance à dire que tu avais des UI designers, des UX designers, des product owners, des product managers. J'ai l'impression que l'IA permet déjà de recentrer, ou en tout cas permet un profil d'explorer un peu plus loin que sa seule expertise. Quelle est ta vision, toi, du rôle du product manager? Vers quoi il va évoluer? Est-ce que tu penses que ça va être des product builders plus tard et qu'il n'y aura plus de product manager? Enfin, comment tu vois la chose? Ouais, je pense que il y a évidemment une réponse un peu de philosophie et de principe qui est j'ai toujours pensé que les product managers étaient des gens qui avaient des compétences multiples. C'était souvent des multispécialistes. Ils ne pouvaient être pas spécialistes de tout. Okay, et c'est pour ça qu'il y a des designers, des développeurs, etc. Je pense que là où l'IA perturbe le système, et je pense qu'il faut reconnaître que c'est une perturbation, parce que ça affecte évidemment chaque fonction, ça casse, ça redessine, ça casse un petit peu les barrières entre fonctions. Donc, je dis toujours, c'est assez amusant. Il y a un article qui un jour peut dire il n'y a plus besoin de PM parce que l'ingénieur peut être designer, ingénieur et PM. Puis le lendemain, l'article va être il n'y a pas besoin d'ingénieur parce que le PM peut être ingénieur. Voilà, la somme de la réalité de ces choses-là ne peut pas se produire. Mais ça dépend un peu des contextes. Je pense qu'il y a toujours cette idée dans une équipe, parce qu'au final, il y a toujours une équipe, de diversité de perspectives, de background et de comment combiner des multispécialités. Donc le fait que l'IA permette à des product managers
de penser les choses différemment, de faire une discovery du prototype, du prototypage, etc. C'est génial. Est-ce que 100% des product managers, il faudra peut-être trouver des nouveaux noms, vont être des builders dans toutes les phases entre la petite équipe en seed ou la série B qui est ensuite un système plus compliqué? La réponse n'est pas tout à fait la même. Par contre, cette idée de multispécialiste avec un ownership fort entre guillemets, de la stratégie, de la vision du produit, qui est le débat éternel. Moi, j'ai jamais eu de product owner et de product manager dans mes équipes. J'ai toujours eu des product managers. Je pense que c'est une dichotomie historique. Et ça ne veut pas dire que quand on est junior, on fait que du ticket sur Jira ou Linear, et que quand on est senior, on fait que de la stratégie. C'est justement cette association, et en faisant les deux, un peu la compréhension du craft, de la vélocité. Moi, j'ai toujours eu des product managers dans mes équipes ou même des designers qui avaient des appétences particulières. Des designers qui étaient excellents pour animer des sprint planning, alors qu'on pense que c'est la responsabilité absolue d'un product manager. En fait, il y a des équipes qui peuvent fonctionner différemment selon les scopes, selon les personnalités, mais il faut qu'il y ait cette idée de petite tension, friction, mais d'où on va dire la genèse qui utilise la diversité pour avoir un meilleur outcome. Ça, c'est hyper important dans une équipe. 100% aligné avec toi sur tous ces aspects-là, et la nécessité des product managers de devoir aller plus loin. De toute façon, tous nos métiers sont un peu bousculés. Hein, toujours. Donc il ne faut pas se voiler la face là-dessus. En une phrase, ce que Payfit pourrait apprendre à d'autres boîtes niveau produit et que tu trouves incroyable? Je pense vraiment que simplifier la complexité, c'est simple à dire, à énoncer, très difficile à faire. Cette idée de transformation technique en restant très aligné avec une mission et de pouvoir gérer plusieurs paramètres en même temps dans un contexte macroéconomique différent. C'est des choses sur lesquelles je pense qu'on a fait du bon travail. On peut toujours s'améliorer, mais on est fier en tant qu'équipe et en tant que Payfit. Et cette idée pour une boîte qui n'est pas AI native, on n'est pas Mistral, on n'est pas ce type de boîte. Je pense que voir cette révolution, accompagner le changement et faire l'effort à notre échelle de vraiment s'en emparer en interne et aussi dans notre produit, je pense que c'est toujours un bon rappel que, en fait, se remettre en cause, changer les choses, mais toujours en ayant des North Stars sur la partie satisfaction client, quels sont les objectifs. Bon, ça, c'est pareil, c'est assez facile à énoncer, très très difficile à faire. Donc c'était plus qu'une phrase, mais j'espère que c'était hyper intéressant, hyper inspirant en tout cas. Merci pour notre échange d'aujourd'hui, Sylvain. Très Merci chouette beaucoup, de voir ton parcours, de voir tout ce que vous avez accompli chez Payfit. Et c'est pas fini, tu le disais. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis rendez-vous sur le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en avez. On y répondra avec plaisir. Merci Sylvain. Merci encore.